Bienvenue dans Dragon's Dogma Dark Arisen, le RPG culte qui combine tout ce qu'on aime dans Skyrim, Dark Souls et Monster Hunter, mais avec une touche unique et viscérale qui va vous accrocher dès les premiers instants. Imagine, un monde immense, des créatures légendaires, des combats intenses. Mais ça, c'est que le début. Dans Dragon's Dogma, tu es libre de jouer comme bon te semble. Tu veux escalader un griffon en plein vol pour le dégommer? Tu peux le faire. Affronter un dragon en duel où chaque coup peut te faire vaciller? Prépare-toi à l'accrocher. Ce jeu est bien plus qu'un simple RPG. Chaque monstre est un véritable défi et chaque quête te plonge dans un univers riche et intense. Et c'est pas tout. Les compagnons que tu recrutes, appelés pions, ce ne sont pas des simples bots. Ils apprennent en fonction de ton style de jeu, anticipent les attaques ennemies, partagent les astuces, ils évoluent avec toi. Imagine un équipier qui s'adapte à tes erreurs, te couvre, te donne des vrais conseils pour survivre. Ça change tout, non? Graphiquement, Dragon's Dogma Dark Arisen te plonge dans des paysages grandioses et des donjons sombres et terrifiants où chaque ombre peut être une menace. Et, en parlant de menaces, les boss du jeu sont d'une intensité rare, stratégique, puissant et surtout impressionnant. Ce n'est pas le genre de jeu où tu fonces tête baissée. Chaque mouvement compte, chaque décision peut tout changer. Tu crois avoir fait le tour des RPG? Attends de découvrir Dragon's Dogma Dark Arisen. Ce n'est pas un simple jeu, c'est une expérience inoubliable. Alors, prêt à te lancer dans cette aventure qui va te retourner le cerveau? Dragon's Dogma ne se contente pas de te faire combattre. Il te pousse à réfléchir, à adapter des stratégies, et même à entraîner des compagnons qui deviennent de véritables alliés au fil de l'aventure. C'est pas juste un jeu d'action, c'est une expérience à couper le souffle. Tu crois avoir tout vu dans les RPG? Rejoins-moi et découvre pourquoi Dark Arisen est le secret le mieux gardé du genre. Abonne-toi pour des astuces, des secrets et des aventures. Bienvenue dans Advance Wars 1+2 Reboot Camp, le remake sur Switch. Le jeu où tu peux devenir un véritable stratège de guerre, en pixels. Imagine un monde où les commandants, au look improbable, te font croire qu'envoyer des tanks cartoonesques en plein désert, c'est de la stratégie militaire de haut niveau. T'as toujours rêvé de diriger une armée de petits soldats en mode chibi? Parfait. Ici, un plan bien pensé, c'est aligner tes tanks en forme de smiley avant de les envoyer à l'abattoir. Dans Advance Wars, la guerre c'est un jeu de plateau. Les ennemis sont ultra colorés et les commandants ne perdent jamais leur sang-froid, même quand leurs troupes se font atomiser par un hélicoptère. Chaque mission est un défi de tactique, mais avec une logique surprenante. Un tank léger peut tout à fait exploser un hélicoptère si t'as bien calculé tes cases. C'est ça la magie d'Advance Wars, un mélange entre jeu de guerre sérieux et cours de géométrie en primaire. Et ne crois pas que la diplomatie existe ici. Ton seul objectif c'est de tout raser, pour montrer qui est le patron. Avec des graphismes mignons, si tu veux apprendre le véritable art de la guerre, Advance Wars est là pour te donner un cours accéléré de stratégie à la sauce rétro. Mais attention, derrière ces tanks adorables se cache un jeu aussi impitoyable qu'un match de bataille navale sous stéroïdes. C'est vraiment, Advance Wars 1+2, ça débarque pour t'apprendre l'art de la stratégie militaire, avec toujours une façon mignonne et colorée. Avec ses tanks cartoonesques et ses commandants hauts en couleur, ce jeu est un mélange unique entre tactique de guerre et bac à sable rétro. Que tu sois un vétéran des cases ou un général en herbe, prépare-toi à un affrontement où chaque pixel compte et où les hélicoptères peuvent tomber face à des tanks. Logique. Dans cette vidéo, on plonge dans ce remake aussi cruel qu'adorable d'Advance Wars pour voir si cette guerre en douceur a encore ce qu'il te faut pour te transformer en stratège ou en spectateur de ta propre défaite. Ce jeu est vraiment très très cool. J'y ai passé moi une grande partie de ma jeunesse. J'ose pas encore me lancer sur le 1 et le 2 que j'ai déjà fait en fait. Donc là le remake a peu d'intérêt, mais je tenais vraiment à vous faire découvrir ça. Je pense que beaucoup de joueurs sont passés à côté et que ça ferait vraiment plaisir à ma communauté et que vous pourriez vraiment apprécier ce jeu. Il y a 2 épisodes sur DS, Dark quelque chose et Dual Strike qui sont très 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 bien. Les 2 épisodes DS sont vraiment géniaux. J'ai vraiment de très beaux souvenirs sur ces 2 épisodes DS pour des raisons très différentes. Si jamais la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et on parlera peut-être des épisodes DS si jamais cette vidéo fait un peu plus de vues que toutes les autres. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, petit pouce bleu et on se revoit très vite. Vampire n'est pas qu'un jeu, c'est une exploration brutale de la part la plus sombre de l'âme humaine. Celle qui veut survivre coûte que coûte. Imagine, tu incarnes Jonathan Reid, un brillant médecin en pleine pandémie de grippe espagnole, et en même temps, un vampire qui doit se nourrir de sang humain. Tu es tiraillé entre ta vocation à sauver des vies et ta soif dévorante qui exige des sacrifices. On parle de choix moraux dans les RPG. Mais ici, tes choix ont des conséquences bien plus profondes. Ce qui rend un vampire unique, c'est l'impact de chaque action. Pour progresser, il te faut la puissance que seul le sang des habitants peut offrir. Et c'est là que le jeu frappe fort. Chaque victime a une histoire, des relations, un impact sur le quartier.
Tuer, c'est transformer le monde autour de toi, détruire des vies et des relations, et même risquer l'effondrement de tout un quartier. Aucun autre RPG ne pousse le joueur à assumer ses choix de façon aussi viscérale. Prendre une vie ici, c'est littéralement prendre un morceau du monde. Les mécaniques de jeu en tourmentent plus d'un. Tu veux être plus puissant, alors il faudra te nourrir. Mais attention, chaque mort te rapproche de la bête en toi. C'est là tout le génie de Vampire. Ce n'est pas seulement un jeu où l'on incarne un vampire, c'est un jeu où devenir un monstre est non seulement inévitable, mais crucial pour avancer. Beaucoup parlent de choix moraux dans les jeux de rôle, mais Vampire prend ce concept et le transforme en une véritable torture psychologique. Le décor ? Londres, 1918, une ville sombre et malade, remplie de ruelles humides, de lanternes vacillantes et d'âmes égarées. Qui sont autant de proies potentielles. L'ambiance gothique et l'oppression d'une ville ravagée par la pandémie renforcent le côté cauchemardesque de chaque pas que tu fais. Vampire te fait ressentir cette atmosphère d'urgence et de solitude absolue d'un monde qui s'effondre, et toi, en prédateur qui rôde parmi les survivants. Alors, tu penses que tu es prêt pour un RPG comme celui-là ? Un jeu où on doit accepter de se transformer en un monstre pour évoluer, où chaque mort est une montée en puissance, mais aussi une perte d'humanité. Vampire ne te laissera pas indemne. Si tu cherches un jeu qui va te faire remettre en question ta moralité, alors plonge dans les ténèbres de Vampire. Mais attention, le sang appelle toujours plus de sang. Dans ce jeu, on retrouve nos frères préférés plongés dans une quête épique qui dépasse les tuyaux classiques et les tortues volantes. Ici, ça cause un voyage interdimensionnel, champignons magiques et browser en mode plus méchant que jamais, tout ce qu'on aime. Nintendo a mis les petits plats dans les grands pour concocter un gameplay à la fois stratégique, dynamique, et chaque combat faut jongler entre Mario et Luigi pour lancer des attaques combinées, esquiver les coups ennemis, balancer des éclairs de génie tactique à coups de bouton. Ça débloque des moves qui envoient des flammes, littéralement. Des graphismes dignes d'une fresque de la Renaissance. Côté visuel, ça sent bon la peinture fraîche, environnement débordant de couleurs vives et de vie, comme si Van Gogh s'était invité chez Nintendo. Chaque tableau regorge de petits détails croustillants qui vous feront sourire. Les animations fluides comme de l'huile d'olive sur une pizza napolitaine. Mario et Luigi, ces deux frères iconiques de l'univers de Nintendo. Un jeu nommé l'épopée fraternelle sur Switch, s'il vous plaît, vraiment j'ai kiffé ce jeu. Accrochez-vous, ça va sauter de partout, je vais vous expliquer rapidement pourquoi ce jeu peut transformer votre dimanche en vraie fiesta. L'humour, c'est cet ingrédient secret. Le point fort de Mario et Luigi, c'est cet humour si typique à la série. Les dialogues sont ciselés, les situations absurdes à souhait, les mimiques des personnages suffiraient à redonner le sourire à un taux de mal luné. On se surprend à rigoler tout seul devant sa console, ce qui, admettons-le, est la meilleure manière de passer pour un fou furieux en public. La cerise sur le champignon, les boss sont incroyables. Chaque affrontement, c'est un véritable spectacle. Réfléchir, agir vite, compter sur Luigi qui, contre toute attente, sauve souvent la mise. Oui, Luigi, celui qu'on se moque, celui qu'on oublie, le frère qu'on sous-estime. Non, la mécanique est vraiment très intéressante. Luigi peut utiliser certaines attaques particulières lors du combat, des attaques improvisées, et ça rend un peu chaque combat unique. J'ai eu un peu cette sensation avec Kingdom Hearts 2, ça fait quand on peut appuyer sur triangle à certains moments du combat, donc c'est très très cool. Mais il y a des reproches quand même. Le seul reproche vraiment qu'on peut faire, c'est que certains moments manquent un peu de piquant, quelques phases de gameplay qui se répètent, mais il n'y a rien qui va vous donner envie de poser la manette en tout cas. En vraie conclusion, Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, c'est vraiment une putain de bouffée d'air frais. C'est un jeu qui rappelle pourquoi on aime Nintendo, pourquoi on aime ses aventures drôles, intenses, terriblement addictives. Si vous avez une Switch, ça serait criminel de passer à côté de ce bijou. Chaussez vos casquettes et préparez-vous à vivre une épopée inoubliable. Note finale, il faut une note, vraiment 8,5 sur 10, 9 sur 10, c'est large, hein, franchement très très large. Luigi enfin réhabilité, Mario toujours au top, et vous allez adorer. Donc n'hésitez pas, petit pouce bleu, allez regarder les vidéos sur Warhammer 40 000, c'est vraiment une pépite aussi, ça n'a rien à voir mais c'est super cool. Force à tous. Hades n'est pas juste un jeu, c'est une expérience qui redéfinit les roguelikes. Et soyons clairs, il enterre la concurrence. Combien de jeux peuvent se vanter d'avoir un gameplay aussi nerveux, un univers aussi immersif et des personnages aussi charismatiques? Les autres roguelikes, désolé, mais ils paraissent bien fades en comparaison. Dans Hades, chaque tentative de sortir des enfers est un combat de style et de précision. Chaque combat te pousse à repousser tes limites, à apprendre, à t'adapter, et chaque mort te rapproche un peu plus du sommet. C'est addictif, c'est cruel, et c'est d'une intensité rare.
Peu de jeux t'offrent cette sensation de montée en puissance où tu deviens littéralement un dieu de la guerre au fil de chaque tentative. Et ce n'est pas que le gameplay, c'est une histoire, une vraie, avec des personnages qui évoluent, qui ont des vraies émotions, des vraies relations. Le prince, Zagreus, fils d'Hadès, n'est pas juste un avatar de joueur. C'est un personnage avec des motivations, des faiblesses et une détermination sans faille. Les dieux de l'Olympe eux-mêmes s'impliquent dans ton épopée et te donnent des pouvoirs uniques pour réussir ta mission. C'est du jamais vu pour un roguelike. L'esthétique de Hades, juste incroyable. La direction artistique est une œuvre d'art à elle seule. Chaque détail des enfers est sublimé par des graphismes et un style visuel qui te plonge dans la mythologie grecque avec un twist moderne. Les animations, les effets de lumière, la musique, c'est une symphonie d'horreur et de beauté. Difficile de retourner à un autre jeu après ça. On sait, ça fait débat, mais sérieusement, combien de roguelikes peuvent rivaliser avec Hades? C'est le jeu qui a mis la barre si haut qu'on pourrait bien dire que les autres n'ont même pas tenté d'y arriver. Si vous n'avez pas encore essayé, vous passez peut-être à côté de quelque chose qui pourrait être le meilleur roguelike de tous les temps. Osez? Peut-être. Mais on vous garantit une chose. Hades est l'enfer dont vous ne voudrez plus jamais sortir. On adore Ori and the Blind Forest. On admire sa beauté, on est hypnotisé par ses paysages vibrants et son atmosphère qui nous transporte. Mais est-ce que vous avez déjà vraiment prêté attention à ce que le jeu essaye de vous dire? Parce que derrière ce décor enchanteur, Ori nous présente une vision cruelle, impitoyable et profondément humaine de la vie. Ce jeu est une plongée dans la noirceur qui nous hante tous sans qu'on le réalise. Derrière chaque pixel magnifique se cache une brutalité dérangeante. La séparation, la perte, l'injustice de l'existence. Ori n'est pas un simple voyage fantastique. C'est un jeu qui prend notre innocence et la jette en pleine nature sauvage, où seuls ceux qui luttent sans relâche survivent. Oui, Ori est un héros adorable, mais il est aussi le symbole de la douleur de l'abandon, de la lutte sans fin pour la survie. Ce petit être lumineux qu'on accompagne n'est pas un simple personnage mignon. Il incarne une rage, une peine, un désir de rédemption qui frappe en plein cœur. Et cette forêt, ce n'est pas un conte de fées, c'est une jungle cruelle, un univers où la beauté est indissociable de la souffrance. On pourrait croire que Ori and the Blind Forest est là pour nous apaiser, pour nous rappeler la beauté du monde. Mais non, c'est bien plus. Ce jeu nous force à affronter des vérités sombres, à regarder en face ce que l'on préfère éviter. Le sacrifice, la mort, les luttes silencieuses. Ori, c'est la force de ceux qui, malgré tout, continuent à avancer. C'est notre propre bataille contre un monstre, contre un monde qui ne nous fait pas de cadeaux, qui ne nous pardonne pas. Alors, Ori and the Blind Forest, un jeu mignon? Non, c'est une leçon douloureuse, magnifique, mais qui, une fois comprise, vous hantera bien au-delà de l'écran. Qui te prennent par la main, qui t'expliquent leur gameplay gentiment, qui te guident avec un tutoriel de 40 minutes. Et puis il y a No More Heroes 3, qui débarque en moto, te met un high kick dans la mâchoire et crie « Débrouille-toi, loser ». C'est pas juste un jeu vidéo, c'est une crise d'identité transformée en festival de néon et de katana laser. Travis Touchdown, notre héros, au charisme de trottinette, revient pour sauver la Terre, se battre contre des aliens et regarder des animés. Honnêtement, personne ne sait. Même le scénariste avait dû poser sa démission à mi-parcours. Travis, c'est le héros qu'on mérite. C'est un geek qui a confondu la vie avec un tournoi de Smash Bros. Arrogant, vulgaire, mais attachant. Un peu comme ce pote relou qui truine à Mario Kart mais que t'invite quand même parce qu'il te ramène des chips. Armé de son fidèle katana, qui, soyons clairs, ressemble à un sextoy de science-fiction, Travis affronte des boss tous plus improbables les uns que les autres. Sérieusement, y a un mec qui te fait du rap battle avant de te balancer des missiles nucléaires. C'est No More Heroes, où les aliens ressemblent à des Power Rangers sous acide et où chaque combat de boss est une masterclass de n'importe quoi. Un open world vide? Parfaitement. Tu pensais explorer un monde rempli de mystères et de quêtes fascinantes? Non. Ici, l'open world, c'est un désert rempli de textures douteuses et d'ennemis qui pop-up comme des pubs sur internet. Mais c'est assumé, le jeu ne te promet rien d'autre que du fun, pur, brut et débile. Tu passes plus de temps à payer tes factures d'électricité qu'à sauver l'humanité. Et bizarrement, ça marche. Malgré son apparence bordélique, le gameplay est un délice. Les combats sont dynamiques, techniques, et te donnent l'impression d'être une superstar de l'arène. Même quand tu spammes le même combo comme un débutant, mention spéciale à la recharge du katana laser, où Travis fait un mouvement très subjectif. Bravo les gars, franchement, fallait oser. Une esthétique qui explose le 4e mur. No More Heroes 3, c'est un hommage au kitsch, au rétro, et à tout ce qui brille trop fort. Chaque menu, chaque écran de chargement, chaque cutscene te crie « Je suis un jeu vidéo, deal with it ». Tu passes de la 3D pixel art des séries Z aux intros dignes d'un animé des années 80. C'est comme si Suda51, le créateur, avait sniffé toutes les idées qu'on lui avait refusées et décidé de toutes les intégrer. En conclusion, un what the fuck incarné.
No More Heroes 3, c'est le jeu qui te met face à l'absurde, qui te fait rire, qui te dégoûte et qui te fait kiffer en même temps. C'est une ode à la créativité sans limite, un doigt d'honneur au conformisme et un rappel que le jeu vidéo, c'est avant tout là pour être fun. Alors prends ton katana laser, monte sur ta moto et prépare-toi à un ride chaotique qui te fera hurler « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» avant de relancer une nouvelle Parlons partie. de Cult of the Lamb, ce jeu où t'as un mouton tout mignon qui instaure un régime dictatorial à base de sacrifices, de soupes douteuses et de sermons hypnotiques. Imagine, Animal Crossing, sauf que tes villageois finissent dans un chaudron si leur foi baisse un peu trop. Et toi, en gourou laineux, tu trouves ça parfaitement normal. Le concept, sacrifié sur l'autel d'une secte chelou avant d'être sauvé par une entité encore plus chelou. Celui qui attend. Il te file une couronne maudite et te dit « Va, petit mouton, rassemble tes fidèles, monte ta secte et éclate les autres. » Et toi, comme un stagiaire un peu naïf, tu obéis, armé d'une dague rouillée et de l'assurance d'un gourou de téléachat. Gestion ou baston, le jeu alterne entre les deux. La gestion de ton camp sectaire et des combats nerveux en mode roguelike. Phase 1, tu fais gestion de ton village. Tu construis des huttes, des fermes, des toilettes. Ouais, il y a même un système digestif. Mais attention, un fidèle malade ou affamé, c'est un fidèle qui commence à douter. Et dans Cult of the Lamb, douter c'est mal, alors faut improviser. Phase 2, les bastons contre les infidèles. Là, tu te balades dans des donjons générés aléatoirement, et tu éclates des monstres pour récupérer des ressources et des nouveaux pouvoirs. Les boss, Dark Souls version LSD. Des dieux en colère, moches comme pas permis, et bien décidés à faire rentrer ton gourdin dans la laine. Le jeu, tout est permis, sauf l'ennui. La vraie force du jeu, c'est son côté décalé et son mélange de genres. Un coup, tu organises un rituel où tes fidèles tournent autour d'un feu, la minute d'après, tu exécutes le plus vieux de la bande parce qu'il mange un peu trop. Ça te met face à tes propres contradictions. D'un côté, soit tu fais le choix d'être un leader charismatique et bienveillant, soit d'être un psychopathe qui sème l'amour et la terreur, comme un prof en fin d'année scolaire. Pourquoi c'est une pépite? Son style visuel, trop cute. Mais derrière cette apparence adorable, il y a du sang, des tripes, des cultistes qui vomissent, le yin et le yang, des jeux indépendants. L'humour noir. Tu vas faire croire que t'as des principes, mais au bout de 2 heures, t'es là à prier pour que tes fidèles crèvent vite pour libérer de la place. La profondeur du gameplay. Même si t'es nul en roguelike, tu vas kiffer la gestion. Et si t'es nul en gestion, tu vas aimer les donjons. Tout le monde y trouve son compte. Sauf tes fidèles. En conclusion, c'est une critique de la société de consommation, une réflexion sur le pouvoir, ou un jeu où tu peux transformer tes potes en soupe pour survivre. La réponse, un petit peu de tout. C'est que tu te marres, c'est surtout ça, c'est un jeu très drôle. Alors mets ta meilleure robe de druide, file quelques croquettes à Maurice et va répandre ta foi ou ta folie dans le monde des agneaux perdus. Et souviens-toi, si t'y joues pas, celui qui attend pourrait venir te chercher.